Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre ici dans les jardins de la télévision du Burkina. Le FESPACO est aujourd'hui l'un des festivals de cinéma africain sur le continent le plus emblématique. C'est un rendez-vous incontournable pour les professionnels du cinéma et de la télévision en Afrique, de sa diaspora, mais aussi du monde entier. Et pour la 26e édition qui a démarré hier, 23 février et qui court jusqu'au 2 mars prochain, l'accent est mis sur la célébration du cinquantenaire de la Biennale. La télévision du Burkina, toujours fidèle à son slogan au cœur de l'événement, programme divers et diversifié sera proposé aux téléspectateurs dans sa grille de programme. Le service d'information, c'est-à-dire la vous propose donc ce talk show que nous avons intitulé Ciné-débat. Ciné-débat, c'est des films à l'affiche. Ciné-débat, c'est également des débats sur les films projetés à cette 26e édition du FESPACO. Ciné-débat, c'est également un jeu quiz à la fin pour permettre au public qui nous accompagne ici. Je rappelle que nous sommes accompagnés par le public de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Applaudissez pour vous-même. Merci, c'est une des écoles emblématiques de journalisme et de communication au Burkina Faso, l'ISTIC, qui est pourvoyeur d'employés pour les médias d'État. Merci d'être avec nous. Avec nous également, nous aurons des invités sur ce plateau. Et Eba Damani interviendra à la fin de l'émission avec son panier et fera gagner ce public, ce charmant public d'étudiants de l'ISTIC, des apprentis journalistes et communicateurs. Merci d'être venus. Pour la première partie de cette émission, à l'affiche donc, nous allons démarrer très bientôt et je serai en compagnie d'un journaliste emblématique de la télévision du Burkina, spécialiste des questions de cinéma. Le générique avant de revenir à notre invité. Voilà, donc à l'affiche ce soir, je suis avec Godefroy Bazier. Godefroy, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Pendant plus d'une dizaine d'années, vous avez suivi les salles de ciné pour la RTB, vous avez suivi des films et pour cette 26e édition du FESPACO, vous ne dérogez pas à votre règle d'être ce féru de cinéma, de journaliste culturel chargé des questions de cinéma. Et donc à l'affiche aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez ? Alors Fousseni Kindo, depuis 1985 que je suis le FESPACO, ça me fait 34 ans et je crois que ça ne me rajeunit pas. Alors aujourd'hui, nous avons pu voir 4 films ce matin au ciné Burkina. Il s'agit de 4 courts-métrages qui, dans l'ensemble, évoquent les questions de mariage forcé en Afrique. Donc on a vu Black Mamba. C'est un film tunisien, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est prédisposée à la boxe. Elle veut s'engager dans le combat professionnel, mais sa famille veut qu'elle aille épouser un monsieur et abandonner ce sport très dangereux. Et c'est un peu la caricature donc, de ce côté mariage encore qui est arrangé dans nos sociétés africaines. La deuxième œuvre que nous avons pu voir, c'est La page blanche de Mohamed Naguib Lamraoui. Je sais que le premier film Black Mamba, c'est Amel Guelati de Tunisie. Le deuxième, donc, La page blanche de Mohamed Naguib Lamraoui du Maroc. Et lui, il s'est focalisé sur, j'allais dire, les pérégrinations d'un écrivain qui est affilié à une maison d'édition et qui est obligé de livrer chaque fois des livres qui passionnent le public. Alors, s'il n'arrive pas à le faire, ça devient un problème pour lui, son éditeur, sa famille, sa femme qui trouve qu'il est un bon à rien et ses voisins qui trouvent qu'il sert à rien. Donc, voilà donc, la peinture aussi de quelqu'un, un éditeur qui cherche à gagner sa vie à travers l'écriture et c'est pas facile parce que il n'arrive pas à avoir l'inspiration. Ça, c'était La page blanche de Mohamed Naguib Lamraoui. Et la Pimentada, voilà. Donc ça, c'est un film guyanais et de Stéphane Floricien. La Pimentada, voilà, une famille, père, enfant, femme qui se retrouvent autour j'allais dire une table
un déjeuner un dimanche. Et voilà, ça crée la tambouille. Le papa et le fils s'en prennent parce que le fils ne veut pas manger du poisson. Et c'est ce que le papa a préparé. Bref. C'est chaud, il y a du piment dedans, c'est la pimentada, c'est un film guyanais de Stéphane Florissien, encore un court-métrage. Et le dernier court-métrage, c'est Oumou, un destin arraché du Malien Gaussou Tangara. Voilà, c'était l'histoire encore d'une jeune fille très brillante à l'école et qui prépare son entrée au collège, mais son papa dit niet, alors tu vas aller épouser un monsieur, c'est le fils du chef, et tu vas mettre fin à ces études-là parce que je n'ai pas les moyens de continuer à te supporter, à payer ton école. Et voilà, et au bout du compte, il y a une grossesse avec tout ce qu'il y a comme conséquence. Et c'est ça qui a bouclé notre matinée au Ciné Burkina aujourd'hui. 4 courts-métrages extraordinaires qui, en tout cas, sont pleins d'enseignements. Oui, et Godefroy, et votre coup de cœur pour ces 4 réalisations que vous avez regardées, c'est lequel? Oui, moi je crois que c'est Black Mamba. Voilà. Black Mamba, vous voyez, c'est le noir et puis c'est le serpent. Mais pourtant, c'est une femme arabe, elle est blanche, mais son nom c'est Black Mamba. Elle veut faire la boxe, elle ne veut pas aller épouser un monsieur et... Vraiment, et puis je crois qu'il y a de l'action dedans, il y a du suspense. C'est en quelques minutes, mais c'est un film court-métrage qu'il faut voir absolument. Et bon, le deuxième film, peut-être qui me fait frissonner, c'est Oumou, un destin arraché, donc de ce Malien Gaussou Tangara. Il faut dire que le Mali se distingue de plus en plus par les courts-métrages. Il y avait notre ami Daouda Koulibaly, qui a fait Oulou à l'édition passée, qui était un peu spécialisé dans le domaine. Effectivement, les Maliens, ils sont très très forts dans le domaine cinématographique en général. Et dans le court-métrage également, vous avez parlé de Oulou, qui a été bien, en tout cas, accueilli. Et je crois que ce nouveau film-là sera également, fera un succès au cours de cette 26e édition. À l'affiche, Godefroy, c'est aussi le programme de demain et peut-être de cette soirée. Bon, je crois qu'il vaut mieux avoir déjà le programme d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de films qui attendent les cinéphiles à travers les salles de cinéma. Au Ciné Burkina, je sais qu'actuellement passe le film du Rwandais, Merci Off donc le Merci de la jungle, un film en compétition que le président du Faso est en train de voir actuellement au Ciné Burkina à 16h. Il faut préciser que le Rwanda, c'est le pays invité d'honneur de cette 26e édition du FESPACO. Donc ce film de Joël Karekezi passe à 16h au Ciné Burkina. Mais à 18h, vous avez Posthume de Dia Damien Dali de Côte d'Ivoire. Et au-delà de ce mur de Echen Jabour du Maroc, Keleke de Peter Sedoufia du Ghana. Ça, c'est au Ciné Burkina. Toujours au Ciné Burkina à 20h30, vous avez jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouik d'Algérie et 22h30, Shiva Wintatou My Skin de Jamil XT d'Afrique du Sud. Au Ciné Nerwaya à 18h30, l'appel du sang de notre confrère Raymond Tendrebeogo, qu'on ne présente plus, réalisateur à la RTV, qui est parti qui a travaillé pour la télévision du Burkina pendant de longues années, qui a pris sa retraite, mais qui continue de s'intéresser au 7e art. Nous avons donc toujours Amingo Fela, mon ami Fela, certainement en parlant de Kuti, le célèbre musicien nigérian, Zito Arawo du Brésil. Et puis à 20h30, nous avons Déambulation, donc qui va éclore la programmation des courts-métrages. Il y a également Le Cimetière des éléphants, un film documentaire long de notre compatriote Eleonore Yameogo, qui vit en France et qui est venu, qui est en compétition. Donc c'est un film documentaire. On avait supprimé la partie documentaire il y a quelques années de cela au FESPACO. Cette partie revient en force à cette... Voilà. C'est d'ailleurs l'une des innovations. Voilà. Et puis à 22h30, toujours au ciné Nerwaya, vous avez Against Elord, contre toute attente, de Shami Rezian Napao, Andrea Yaneta de Kenya. Et puis enfin Le Loup d'or de Balolé de Aïcha Boro du Burkina. Et pour terminer pour cette soirée, nous allons aller à l'Institut français et pour voir de 19h à 21h, à bout de souffle,
de notre compatriote Oumar Dayan. Et de 21h à 23h, le ministre des Poubelles de Quintet, Nourfalis de Belgique. Voilà donc voilà pour ce qui est du programme dans les différentes salles. Aujourd'hui, ce dimanche, en tout cas premier jour de projection du FESPACO 2019. Je le disais hors micro aux jeunes qui nous ont fait l'honneur d'être là ce soir pour participer à cette émission. Quand on aime la vie, on va au cinéma. Est-ce que c'est également votre avis, Godefroy? Oui, c'est en tout cas quelque chose. Le cinéma, le 7e art, c'est quelque chose qui distrait, qui enseigne, qui éduque, qui en tout cas forme. Et moi, je suis d'accord avec vous. Quand on aime la vie, on apprend et on apprend à travers le 7e art, à travers, j'allais dire, les amoureux des salles obscures pourront toujours avoir quelque chose à apprendre à travers donc ces œuvres de fiction qu'on regarde souvent, ces films documentaires aussi qui ne sont pas de fiction, qui sont réalisés à travers des histoires concrètes. Et je crois que c'est effectivement quand on aime le cinéma, quand on aime la vie, on est au cinéma. C'est vrai qu'actuellement, on a en plus envie de rester à la maison, de regarder la télévision, de regarder les DVD et même de regarder les clés USB pour ne pas aller au cinéma. Mais je crois que c'est une passion qu'on ne peut pas, en tout cas, étouffer longtemps. Merci à vous, Godefroy Bazier. On applaudit pour Godefroy Bazier. Merci d'être venu nous parler des films à l'affiche pour cette 26e édition de FESPACO. Demain pour d'autres affiches. Oui, j'espère que demain, nous allons avoir un cinéaste sur ce plateau avec nous qui va nous décortiquer son film et on va essayer, en tout cas ensemble, de critiquer, de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la réalisation de cette œuvre de fiction ou de documentaire qui est présentée à cette 26e édition. Merci à vous, Godefroy. À présent, la rubrique Ciné-Débat. Ciné-Débat, ce soir, nous recevons un cinéaste, homme politique malien. Il est né en 1945 à San au Mali. Il a étudié la sociologie à Paris où il obtient un diplôme d'études approfondies en histoire et sociologie africaine, mais aussi il est également diplômé des hautes études en sciences sociales, histoire du cinéma. Il suit des cours de cinéma à l'École nationale supérieure Louis Lumière. Et de retour au Mali, il est engagé comme réalisateur au Centre national de la production cinématographique. Il réalise entre autres Sécheresse et Exode. Et avec son film Gimba le tyran, il reçoit le prix spécial du jury au festival de Locarno, le prix du meilleur long métrage lors du 6e festival africain de Milan en 1987 et l'étalon de Nienega au FESPACO. Merci d'être venu sur ce plateau. Cheikh Oumar Sissoko, vous l'avez deviné. Bienvenue. Bonsoir. Le FESPACO, c'est le Festival panafricain du cinéma et de la télévision. Et vous nous avez habitués dans votre riche filmographie à de belles œuvres. Je parle par exemple de Gimba, la genèse plutôt, pour lequel vous recevez l'étalon meilleur prix, et de Gimba par exemple. Pour vous, d'abord le public qui est là, c'est un public jeune. Pour vous, qu'est-ce que le cinéma représente pour nous, Africains? Le cinéma, comme pour tous les peuples, représente l'officialisation de nos façons de vivre. Et cela est important pour un continent qui a été dominé, marginalisé, qu'il est d'ailleurs toujours. Et ça, c'est pas mon côté politique. Tout le monde est d'avis par rapport à cela. Le cinéma, c'est l'image qui est une mise en évidence de la réalité et de la conscience collective dont nous avons besoin pour mieux comprendre nos droits et nos devoirs et prendre en main notre destin. L'Afrique a besoin de cela et c'est pourquoi j'ai choisi le cinéma, parce que j'étais un scientifique. J'ai laissé tout cela pour faire le cinéma. Et le cinéma, pour l'Africain, à un moment donné, on disait que c'était un peu de l'art souvent inaccessible parce qu'il faut beaucoup de moyens pour pouvoir le réaliser. Mais on le voit aujourd'hui,
nous avons des réalisateurs talentueux en Afrique qui font le tour du monde avec de très belles œuvres. Et donc, quelque part, c'est comme un challenge, mais c'est aussi un défi pour nous, Africains, de pouvoir apprivoiser ce 7e art. Mais absolument, c'est un défi. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons une mission. Cette mission est de porter à l'écran, en quelque sorte, c'est d'officialiser. Et j'insiste là-dessus, en tout cas, c'est pour cela que je suis venu au cinéma. D'officialiser nos façons de vivre, d'aimer, de prendre du plaisir, de souffrir, de lutter, de bâtir, qui sont celles des sociétés africaines, mais que l'état du monde a écarté de l'univers des images. Où est-ce que vous voyez nos films? On ne voit pas nos films. Donc il faut que l'on se batte. C'est un défi, c'est là où ça devient un défi pour faire un film. Parce que aussi l'Afrique a besoin de sa propre image. L'Afrique a besoin de son regard témoin sur elle-même, qui n'est pas le regard de l'autre, le regard, l'œil inquisiteur, qui vient avec ses propres dessins. Parce que les images qui viennent, c'est des images pour nous donner l'image de l'autre, les valeurs des autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, si vous regardez nos télévisions ou nos écrans, heureusement, le Burkina ne fait pas partie parce que le Burkina a colonisé ses salles de cinéma avec les films des auteurs. Mais regardez dans l'ensemble du continent, les 90% des images qui sont vues viennent d'ailleurs, que ce soit à la télévision ou dans les salles de cinéma. Et ces images portent vraiment des valeurs les plus négatives. C'est sur les thèmes de la violence, du crime, du sexe, de la corruption, de l'appât du pouvoir. Et nos enfants de la ville et de la campagne voient ces images. Et comment, avec ces images, ils peuvent comprendre les phénomènes qui déterminent l'évolution de nos sociétés. Sociétés dans laquelle ces enfants doivent construire leur devenir. N'est-ce pas? Et c'est ça l'inquiétude. C'est pour cela que nous avons besoin du cinéma. Et quand je dis qu'on a besoin du cinéma, il faut aussi qu'on fasse le cinéma dans nos langues nationales. C'est nos langues, une langue est porteuse donc de la culture d'un pays. Et la culture, écoutez, c'est énorme. On pourra en parler aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Afrique a besoin donc de ces images. Si on ne fait pas cela, regardez aujourd'hui, l'hégémonie médiatique qui est détenue par l'Occident, elle détruit les économies. Elle crée des conflits. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Venezuela. Ils ne sont pas en train de dire la vérité. Non, ce n'est pas exactement cela. Un jour, ils ont balancé des images de foule qu'ils ont prêtées à celui qui dit qu'il est le président autoproclamé. Mais c'était une mobilisation pour le président qui est en place. On l'a su après parce que le lendemain, donc, ils ont passé cette image-là pour dire que c'est... Le premier jour, ils ont passé l'image pour dire que ce sont les gens donc, du président autoproclamé. Mais le lendemain, et dans cette image-là, on voyait les gens qui balançaient, qui étaient habillés aux couleurs donc, de Maduro. C'est Maduro? Oui, et des pancartes, et des pancartes favorables à Maduro. Et des pancartes favorables à Maduro. Et ensuite, le lendemain, on a montré Maduro qui était avec le même drapeau, donc avec les mêmes images donc, de pancartes et autres. Et c'est une contre-vérité. Et nous demandons, parce que nous voulons nous informer, nous demandons ce qui se passe au Venezuela. Oui, la vie n'est pas rose, mais on a fait un blocus et les Américains et les Européens tiennent absolument donc à éviter tout ce qui sort du système capitaliste international. Et donc la guerre aujourd'hui de civilisation se mène aussi à travers le cinéma, à travers les images. À travers l'image, absolument. L'image est le médium par excellence de la communication sociale. Ça, il n'y a pas à discuter. C'est pour cela que Matarmbo, quand il était directeur général de l'UNESCO, cet homme a voulu faire un nouvel ordre international de l'information. Mais à cause de cela, les Américains sont sortis de l'UNESCO, alors qu'ils avaient un apport extraordinaire. Il avait compris, cet homme-là, depuis les années 70, qu'il est capital qu'il puisse y avoir donc l'information au cœur de nos préoccupations, mais vraiment sur un partage égal. Oui, Cheikh Oumar Sissoko, on l'a vu, vous avez fait plus d'une dizaine de films, des films aussi emblématiques, avec des thématiques enlevées, profondes, qui sont actuelles, et des thématiques qui sont des thématiques africaines, qui parlent de l'Afrique. Pour vous, qu'est-ce que
vous retenez de tout ça? Est-ce que c'est la contribution de l'artiste, du réalisateur, de l'homme de culture que vous êtes pour cette dynamique qu'on peut avoir pour le développement du continent, ou simplement c'est une folie que vous avez souhaité partager? Cette folie, je l'ai, comme tous les créateurs, comme tous les artistes. Mais ça a été un choix que j'ai fait en abandonnant des études scientifiques à Paris. Et puis en allant vers le cinéma, j'étais un homme politique très engagé dans les mouvements d'étudiants, mais aussi comme j'ai travaillé pour faire mes études, j'étais dans la Confédération générale des travailleurs, qui était à l'époque le plus grand syndicat mobilisateur. Et j'ai été dans le fonds de solidarité que le peuple de France, à l'époque, développait pour lutter contre les dictatures en Amérique latine. Rappelez-vous l'Argentine, la Bolivie, le Chili. Le Chili de Salvador Allende qui avait été martyrisé, piétiné par les bottes des militaires. Il y avait aussi la guerre au Vietnam. Il y avait l'apartheid pour ce qui est de l'Afrique. Alors donc, on sortait beaucoup, on marchait beaucoup, on faisait beaucoup de meetings. La CGT a mobilisé avec les partis de gauche le monde par rapport à cela. Moi, j'ai été dans ce moule-là. Comme j'ai été dans le moule, parce que j'étais gamin quand il y avait eu le début des indépendances, de Modibo Keïta. Un homme intègre, honnête. Savez-vous que Modibo, quand on l'a pris, il n'avait pas 200 000 francs maliens en compte en banque. Il n'avait pas de maison. Mon oncle était ministre des Affaires étrangères. Je crois qu'il a habité ce bâtiment quand il était là, parce qu'il a été ministre de la fonction publique, Ousmane Ba, du premier gouvernement au Burkina Faso. Avec le bâtiment qui se trouve juste derrière nous et qui sert de locaux pour la direction de la télévision. Peut-être, oui, je crois. Il a habité ici, il a été ministre de la fonction publique du travail et de l'emploi. Ousmane Ba, en partant, sa femme et ses 9 enfants ont été obligés d'aller dans un quartier populaire, louer une maison pour y habiter, quand il a été arrêté en 1968. À l'époque, ces gens-là avaient l'amour et l'ambition pour leur pays et le continent. Donc moi, j'ai été dans ce moule-là, et j'ai continué la politique qui m'a amené finalement au cinéma. C'est la politique qui m'a amené au cinéma. Ce n'est pas le cinéma qui m'a amené à la politique. Alors, parce que nous avons besoin, nous ne pouvons pas continuer. Regardez cette situation que nous vivons. Et donc pour vous, le cinéma, c'est un mode d'expression pour traduire vos idées politiques, pour traduire votre conviction que vous avez dans le changement à travers la politique. Absolument. Mais pourquoi croyez-vous que Thomas Sankara a tout fait pour faire organiser le 3e congrès du FESPACO ici, à Ouagadougou, en 1985? Parce qu'il croyait à la force de l'image. Il croyait au cinéma. La FEPACI était en train d'aller à volo. Pendant 10 ans, léthargie totale. Il a organisé, pris en charge le financement. C'est ce qu'on appelait le congrès historique de la FEPACI, congrès de la Renaissance. Et quand j'ai amené Niamanto, parce qu'on n'avait pas parlé de Niamanto, Niamanto c'était le coup de cœur, je me permets d'en parler, de Thomas Sankara. Vraiment le coup de cœur. Si c'était quelqu'un de pas honnête, il aurait manipulé pour qu'on me donne les talons de Yenenga. Niamanto, c'est sur les enfants. La tragédie de l'enfant. L'impossibilité pour les enfants d'aller à l'école. Qu'il y ait une hypothèque sur l'avenir de vos enfants. Si vous devenez des responsables politiques, ou bien vous êtes des pères et chefs de famille, envoyez vos enfants à l'école. Battez-vous pour qu'ils aillent le plus loin possible. Et battez-vous pour que l'éducation soit la priorité des priorités, parce que c'est elle qui va nous permettre donc de comprendre, de travailler, d'avoir un programme, une vision. N'est-ce pas? Et quand je lui ai amené, il m'a invité à parler avec lui. Le dernier samedi, la clôture du truc. Pendant 2 heures de temps, il était en train de me poser des questions. J'y répondais. Et il avait appelé Mamouni, son conseiller en communication qui a été assassiné avec lui. Et il lui disait à chaque fois, est-ce que tu es en train d'écrire? Parce qu'il lui a demandé d'aller prendre un bloc et puis pour écrire. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que dans mon pays, avec la dictature militaire, j'ai pu faire un tel film.
il nous a dit, j'étais avec Medondo qui avait gagné les talents, il nous a dit à la fin, je vais vous demander une chose. Faites des films sur la corruption. Faites des films sur la corruption. Dans les années à venir, c'est un fléau qui va miner complètement nos économies. On était en mars 1987. La corruption n'avait pas atteint, loin s'en faut, le niveau actuel. Et souvent, c'est ça qui amène certains observateurs et critiques à dire que les artistes, les cinéastes, les réalisateurs que vous êtes, vous avez souvent ce don de prémonition, de pouvoir lire dans l'avenir de nos peuples à travers vos œuvres. Vous savez, l'art, depuis la nuit des temps, surtout sur le continent africain, l'art se distingue par une chose, il a une utilité sociale. Chaque fois qu'il y a une expression artistique et culturelle, il y a dans le fond quelque chose qui se rapporte à la société, à sa situation, aux changements nécessaires. Et il y a évidemment donc des visions plus loin, que ce soit les arts plastiques, le cinéma, le théâtre, la chanson. Écoutez nos chansons. Cheikh Oumar Sissoko, je dois vous féliciter puisque vous avez été reconduit à la tête de la FEPACI, ouais, la Fédération panafricaine des cinéastes, qui a tenu son congrès à Ouagadougou hier et avant-hier, et vous avez été reconduit à la présidence de ça. Et donc c'est un tout nouveau secrétaire général qu'on reçoit sur ce plateau. Qu'est-ce que ça vous fait, cette confiance que vos pairs ont placée en vous à nouveau? Mais beaucoup de bonheur, mais ça me donne envie de faire comme nos présidents africains, quand ils ont un deuxième mandat, ils commencent à préparer le troisième mandat, hein, contre la Constitution. Parce que nous, dans nos statuts, on ne doit pas faire un troisième mandat. Mais alors maintenant, je vais préparer un troisième mandat. Oui. Hein? Merci. La FEPACI, c'est la Fédération panafricaine des cinéastes. C'est une organisation créée en 1969. 69, vous avez raison, c'est là où ils ont décidé à Alger, oui, donc de créer, ils avaient appelé ça une union, une organisation, avec, et un an plus tard, le 12 octobre 1970, au JCC, ils vont créer la Fédération panafricaine des cinéastes. Et son siège est à Ouagadougou. Son siège est à Ouagadougou. Et vous avez d'abord été cinéaste sur le terrain. Et vous gérez aujourd'hui, si on peut le dire, vous présidez à cette destinée la FEPACI. Et parlez-nous un peu de votre organisation. Comment c'est structuré? La FEPACI réunit les associations nationales des pays africains et de la diaspora. Diaspora Europe, diaspora Caraïbes, diaspora Amérique du Nord et diaspora Amérique du Sud. Dans chacune des régions du continent, il y a un secrétariat régional. Mais comme il y a des régions qui sont immenses avec beaucoup de pays comme l'Afrique de l'Ouest, comme l'Afrique de l'Est, on a fait là-bas 2 régions. Donc on se retrouve avec 12 secrétaires régionaux et qui constituent le conseil exécutif. Et vous travaillez avec les gouvernements africains, vous travaillez aussi avec des institutions sous-régionales. Ah oui, bien sûr, bien sûr. La FEPACI est membre observateur de l'Union africaine et est reconnue par la CEDEAO et les institutions par l'UNESCO. Samedi, à l'ouverture, le président l'a dit, hein, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki, que nous sommes membres observateurs, je crois que c'est depuis 1992. Donc, c'est depuis 1985 que nous avons le siège ici. Et à cause de tout ce que le Burkina a fait pour le cinéma africain, nous avons décidé unanimement de maintenir le siège fédéral à Ouagadougou, même si nous devions aller ailleurs. Et nous avons migré, puisque nous avons été en Afrique du Sud, nous avons été à Nairobi avec un secrétaire exécutif. Nous venons de décider de reprendre notre combat à partir de notre siège fédéral situé sur avenue Nkrumah, en face de la banque de Orabank. Oui, et les défis qui se présentent à vous aujourd'hui, comme il en a été d'ailleurs dans le passé, c'est d'abord de fonder une industrie cinématographique. Tout à fait. Mais avec quels moyens? Une industrie cinématographique à l'échelle du continent, mais à l'échelle de chaque pays. Les moyens, il faut les créer. Regardez ce qui s'est passé au Nigeria.
ce n'est pas l'État qui est intervenu, mais c'est l'intelligence des cinéastes et des producteurs nigériens pour faire Nollywood. Ils sont partis très vite. Avant, ils faisaient même un film de long métrage en 1 semaine. Tournage, montage et tout. Le Ghana, c'était pareil. Mais ils sont arrivés donc à comprendre que les différents procès donc, de travail, il faut qu'il y ait de la production et puis il faut qu'il y ait de la distribution. Et Dieu merci pour eux, il y a 180 millions d'habitants. Donc ils se sont suffisamment organisés pour qu'il y ait des structures de production, des structures de post-production, des structures des entreprises de distribution et des salles de cinéma, mais surtout des gens qui peuvent vendre, des distributeurs qui peuvent vendre ou des commerçants qui peuvent vendre. Donc, voilà leur intelligence. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, ça représente la deuxième source de revenus du Nigeria. Après quoi? Après le pétrole. Tout à fait, vous avez raison. Parce que 1 million d'emplois reconnus par l'État. 1 million d'emplois reconnus par l'État. Et une étude de la Kennedy Harvard School en 2008 a révélé qu'ils ont pu découvrir qu'il y a 353 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Et ça, c'est tout n'est pas sorti, hein, parce que vous savez, les artistes et les opérateurs économiques et les commerçants, ils sont très forts pour camoufler les trucs parce qu'ils ne veulent pas souvent payer les impôts. Et Ecobank fait une enquête qui révèle que mieux structuré, Nollywood peut donner 1800 milliards de francs CFA. C'est énorme. Et c'est vrai, vous avez raison quand vous dites c'est une deuxième économie. Maintenant, ils vont reprendre l'agriculture qu'ils avaient abandonnée parce qu'ils croyaient que le pétrole pouvait tout résoudre. Maintenant, ils reprennent l'agriculture parce que l'agriculture avait fait un grand bond en avant. Mais la grande question, c'est structurer l'économie du cinéma, professionnaliser comme ils l'ont fait eux, comme c'est le cas en Égypte, comme c'est le cas en Afrique du Sud où il y a 825 écrans. Hein. En Égypte, ça a commencé depuis les années 30. Les premiers films en Égypte, c'est 1927, n'est-ce pas? Mais l'Égypte s'est organisée, structurée. L'Égypte fait beaucoup de films, même s'il y a beaucoup moins de salles. Alors si nous arrivons à professionnaliser, nous avons aujourd'hui des écoles, mais il faut que les écoles soient vraiment donc des niveaux extrêmement élevés. Parce que je vous ai parlé de l'hégémonie médiatique. Il faut que nos jeunes soient suffisamment formés. Vous qui êtes là-bas, hein, ayez l'exigence d'être formés. Et l'exigence d'être formé, vous avez l'école, mais en dehors de l'école, au niveau de tonton Google. Ce sont les enfants qui appellent Google tonton Google, puisque nous avons abandonné, on n'arrive à rien faire pour vous du tout. Donc ils disent tonton Google, alors utilisez tonton Google. Mais tonton Google, des fois, il ment, hein, parce que tonton Google a menti sur moi en disant que j'ai 2 étalons. Je n'ai pas 2 étalons. J'ai tout fait, mais ils arrivent à maintenir. La jeunesse, ils maintiennent que j'ai l'étalon avec la jeunesse. Non, moi-même, je pensais que la jeunesse, de façon prétentieuse, pouvait vraiment avoir l'étalon, même si pour moi, je viens ici, je sais pas les prix qui m'intéressent au premier niveau, mais c'est de venir à Ouagadougou et de faire en sorte que ce festival soit un festival international. Ce pour lequel vous, les jeunes qui êtes au cinéma, mes chers collègues, hein, battez-vous pour que nous puissions avoir ici un label international pour le FESPACO. Le label international a de l'importance parce que ça va permettre, le film primé, les distributeurs vont se ruer dessus. Les producteurs vont se ruer sur le réalisateur en question. Parce qu'il a porté donc un film symbole d'un grand festival. Mais ce n'est pas le cas. Quand nous faisons des films, hein, oui, il y a des films qui ont eu l'étalon ici, qui ont été sublimés, qui ont eu des sorts extraordinaires. Mais il faut que vous travaillez par rapport à cela. Alors la grande question, c'est la professionnalisation, la structuration de l'économie. Il faut que nous ayons des structures comme au Nigeria, des entreprises de production, des entreprises de post-production, des entreprises de distribution, des salles de cinéma, mais avec des gens très bien formés. Et ça, c'est les écoles. Il faut que les gens soient extrêmement formés. Au même niveau, sinon plus, que les jeunes de l'Europe, de l'Asie et des États-Unis. C'est un défi pour vous. C'est un défi pour nous aussi parce qu'on doit se prêter à cela. Nos enfants ne sont que ce que nous essayons donc de faire pour qu'ils soient bien formés. Justement, tonton Sissoko, ces enfants sont là aujourd'hui et certainement qu'ils ont envie de poser des questions aux réalisateurs que vous êtes, mais aussi à l'homme politique peut-être. Et aux futurs collègues. Voilà, parce que je suis leur futur collègue, hein, je les attends. D'accord, donc peut-être je commence par ma gauche. La parole est à
celui ou à celle qui veut l'apprendre. Et vous avez juste un micro, voilà. Vous vous présentez. Ok. Alors, merci. Je suis Jérôme Tendano, assistant en première année de journalisme. Alors, j'emprunte les termes du grand frère, tonton. Alors, la question que je voudrais vous poser, et nous avons justement parcouru votre filmographie, qui est d'ailleurs riche, mais à y regarder de plus près, on remarque que vous êtes beaucoup intéressé aux questions rurales. Pourquoi cela? Vous êtes sûr que ce sont les questions rurales? Parce que j'ai fait 2 films, un à Dakar, c'est La Grève des Batous, que vous n'avez peut-être pas vu, c'est vrai, mais qui est venu ici au FESPACO en 2001. Il n'était pas fini, mais les gens ont tenu à le mettre donc en compétition. Il a eu le prix du public en 2001. Et puis j'ai fait Niamanto, mon premier film, c'est dans la ville de Bamako, n'est-ce pas? Et puis le 3e film, c'est Rapta Bamako. Rapta Bamako, qui était mon premier essai, donc avec le numérique. Donc sur 6 longs métrages, j'ai fait 3, 2 surtout, mais 1 dans le rural, l'autre, la Genèse, oui, c'était dans le rural aussi. Donc oui, le rural m'intéresse parce que c'est là où notre culture est vivace, mais en même temps c'est là où il y a tous les problèmes que subissent nos populations. J'ai fait surtout Finzan, un film que j'ai dédié à la femme africaine, qui a porté sur le levira, l'obligation pour une femme d'épouser le cadet de son mari défunt et l'excision. C'était en 88. Tenez-vous bien, j'ai fait toute la production de ce film à Ouagadougou, à Sinafrique. Tout. J'ai amené les négatifs ici et on a fait le travail, tout avec les techniciens burkinabés. Et on a fait le mixage ici avec Joanie, qui a choisi d'être réalisateur après, mais un très bon ingénieur de son. Donc le monde rural, oui, parce que j'ai été interpellé aussi. Vous savez, j'ai jamais décidé de faire un film sur la base d'une histoire qui me plaît. J'ai été interpellé par des événements. Les événements de l'excision et de l'Ulevira, je l'ai vu quand je suis allé faire un film sur la tragédie de l'homme de la terre, sécheresse exode rural. C'était la première fois où je venais au FESPACO en 1985 ici. Et j'ai fait ce film parce que c'était la sécheresse, vous rappelez pas, parce que vous n'étiez pas né. Il y a eu la sécheresse au Sahel, et c'était terrible. Donc le monde ne s'inquiétait que pour le Sahara ou le Sahel, Tombouctou, Gao, Kidal. À 140 km de Bamako, il y avait la sécheresse. Les agriculteurs mouraient de faim. Et ils envoyaient tous leurs jeunes à Bamako. Alors tu voyais le long des rues de Bamako, des jeunes qui cherchaient du travail. Et quand un véhicule s'arrêtait, ils se ruaient dessus pour monter dessus. Alors ça, j'ai vu ça, ça m'a frappé, ça m'a tiqué. J'ai fait une enquête. Et c'est pour ça que j'ai fait la sociologie et l'histoire. Pour pouvoir comprendre donc, ce qui se passe. Une enquête m'a révélé tout de suite l'horreur, la tragédie. Et j'ai fait ce film-là. L'autre film rural, c'est Finzan. Quand je faisais ce film-là, j'ai vu des choses qui sont inacceptables. Mais pour moi, l'émancipation de la femme, elle est capitale pour le développement de nos pays. Comment une femme qui voit son mari mourir est obligée de marier son jeune frère? On ne lui demande pas. Mais évidemment, ça, c'est les problèmes de lignage. Donc, c'est depuis la nuit des temps aussi. On veut garder le capital foncier et humain à la maison. Humain, les enfants de la femme. Foncier, ce sont les terres et autres du mari. Donc, on l'épouse pour garder les forces du travail et puis les forces de production, les moyens de production. Oui, on prend une deuxième question à droite. Oui. On va faire... Oui, il y a un micro juste là, oui. Voilà. Vous vous présentez et vous posez votre question. Moi, c'est Hubert Bado, et assistant en journalisme première année. Oui. Moi, j'ai 2 questions pour le tonton. En l'écoutant, il dit qu'il veut faire la promotion de la langue au niveau du cinéma.
Et pourtant, il nous dit encore qu'il faut suffisamment se former et il faut aller très loin à l'école. Mais eux, ils sont allés en France, ils ont étudié. Et je voulais lui demander, lui en tant que président de la Fédération panafricaine des cinéastes, quelle est la politique qu'ils vont mettre en place pour que cette formation en langue locale là, soit effective ici, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment cette formation-là soit effective et que la langue locale pour que nos populations puissent comprendre. Et l'autre question, c'est au-delà de la formation, quel est le génie tu peux accompagner un homme qui veut exceller au niveau du 7e art? Je vous remercie. Merci. Les langues nationales, ce n'est pas notre fête à nous seulement, c'est surtout l'État. C'est l'État a obligation de travailler à alphabétiser tout le monde. Je pense que tant qu'on n'arrivera pas à parler dans nos langues, à écrire dans nos langues, il sera assez difficile vraiment donc, de comprendre beaucoup de choses dans le monde. Donc il doit y avoir une politique d'alphabétisation, une politique d'écriture dans nos langues nationales. L'Union africaine y pense puisqu'elle a mis en place une académie des langues. Ce que nous souhaitons, c'est que sur la base de ce que nous avons appris à la maison, vous parlez peut-être de langues, le moré, le djoula, peut-être 3 langues même, ou le peul, peut-être. Certains ici au Burkina donc les parlent. Donc il faut que chacun de nous travaille à apprendre à écrire nos langues et autres. Mais on n'a pas besoin donc d'apprendre ces langues puisque nous les parlons. Si même nous devons écrire nos scénarios en français, ce que je fais moi, mais sur le terrain, je traduis et nous faisons en langue nationale. Et je peux vous assurer donc qu'on s'en dit très bien, parce que la gestuelle, remarquez quand vous dirigez quelqu'un, vous lui demandez donc de parler en français, faites-le, et puis à part, demandez-lui de le faire dans la langue nationale. Vous verrez la différence dans la gestuelle, dans le regard, dans le mouvement du corps et autres. On est coincé quand on parle français pour pouvoir traduire sur scène quelque chose. Mais surtout, c'est important parce qu'il faut que nos populations qui ne sont pas alphabétisées en français ou en anglais ou en portugais ou en arabe puissent voir nos films et puis les comprendre. Parce que le cinéma a cette faculté donc de permettre de comprendre la vie, nos problèmes et de changer. Vous avez une autre deuxième question? Oui, le génie pour exceller dans le 7e art. Le génie, vous êtes à l'école, soyez sérieux, faites un bon travail et n'hésitez pas à travailler et puis cherchez à aller sur les plateaux de tournage, même si vous n'êtes pas en tant que stagiaire, pour regarder ce qui se passe. Et puis vous avez Tonton Google. Mais surtout, puisque vous êtes... Ah non, mais Tonton Google vous permet vraiment donc de voir beaucoup de trucs, hein, n'est-ce pas? Mais surtout, vous êtes à l'école, soyez assez assidus, soyez sérieux, et puis lisez beaucoup. Et c'est là où je vais terminer, lisez beaucoup. Parce que vous ne pourrez pas faire donc de très grands films si vous ne connaissez pas notre histoire et nos cultures. Lisez beaucoup. Ici, vous avez quelqu'un que vous devez lire, c'est Kizerbo. Il faut absolument que vous le lisiez. Lisez les romans africains. Apprenez l'histoire du continent. Apprenez l'histoire du monde, oui. Parce que vous allez, en apprenant l'histoire du monde, vous allez comprendre ce qui s'est passé exactement. Lisez Amadou Ampateba. Lisez le Nigérian Wole Soyinka. Il y a Achebe qu'il faut lire. Chinua Achebe. Absolument important. Lisez beaucoup. Dites-vous que vous devez lire un roman par mois. Vous allez voir, le roman va vous apprendre quoi? C'est la profondeur des histoires, la description des histoires, les dialogues des histoires. Et c'est ça le scénario, n'est-ce pas? C'est une histoire qu'il faut traduire, n'est-ce pas, avec des dialogues et puis des descriptions. Parce que si vous ne faites pas cela, écoutez, si vous voulez faire votre découpage technique et remettre cela donc aux techniciens et autres, le décorateur et le chef opérateur, ils ne sauront pas ce qu'il faut faire. Il faut que vous lisiez. C'est important. La lecture est importante. C'est important, c'est important, c'est important. Vous allez dans les aventures, vous comprenez le monde. Et puis surtout, je vous dis, ça vous permet
de mieux construire vos histoires et de faire de meilleurs films. N'oubliez jamais cela. Merci à vous, cher Koumar Sissoko, d'être venu. J'ai eu un très bon souvenir de vous en 2006. J'étais à Bamako, au Festival Étonnant Voyageur, Oui. puisque je fais des émissions littéraires, mais je travaillais pour la RTB à Bobo. J'avais été invité par Acte 7 et j'ai profité de participer au Festival Étonnant Voyageur. Il y avait un atelier de slam. Il était ministre de la Culture à l'époque. Et le jour de la clôture de l'atelier, on a invité le ministre pour prononcer un discours de clôture. Cheikh Oumar Sissoko est arrivé avec son discours, mais il l'a plié, il l'a rangé et il l'a slamé. Et je retiens ça de lui. Merci d'être venu, c'est un bonheur de vous recevoir. Il est slamé parce que le jeune hip-hop qui était là, il a chanté, il était en train complètement de nous entrer dedans, les membres du gouvernement et autres. Alors, j'avais plus besoin de mon discours, il fallait que je lui réponde, alors je lui répondais en slam. Ouais. Et c'était formidable. Merci d'être venu. Merci à vous, monsieur Cheikh Oumar Sissoko. Je rappelle que vous êtes le président de la FEPACI, secrétaire général de la FEPACI. Voilà. Et donc, vous êtes également cinéaste malien et vous êtes homme politique. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci bien, merci à toi. Bon courage les jeunes. Alors, la prochaine étape pour terminer avec cette émission Ciné-Débat, c'est le panier et ce serait avec Eba Damani. Eba Damani, bonsoir. Bonsoir Fousseni Kindo. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à vous, amis jeunes. Alors Fousseni, il faut dire qu'on a un beau public ce soir. Tout à fait. Un public de journalistes, de futurs journalistes et de communicateurs. Voilà. Alors pour montrer que bien sûr vous êtes ravis d'être avec nous ce soir sur ce plateau, ben, un peu de chaleur, quand même. Ah oui. Et comme vous le savez, nous sommes à la 26e édition du... Oh, j'ai pas bien entendu. La 26e édition du... Et à cet effet, bien sûr, la RTB, votre chaîne, va vous offrir donc des cadeaux tout au long de cette fête, bien sûr, jusqu'à la fin. Et à cet effet, eh bien, quelque chose va se passer dans un instant. Nous avons... ceux qui sont donc à ma gauche et à ma droite, on pourrait donc peut-être penser un peu à voilà, un petit jeu, une petite opposition entre vous, donc le groupe A et le groupe B. Voilà. Alors donc nous avons donc les questions qui sont là. Voilà, 5 questions. Et le jeu est simple. Celui qui voudra répondre pourra tout simplement venir et essayer de tenter sa chance. Alors, s'il donne la bonne réponse, bien sûr, il gagne un cadeau. Dans le cas contraire, il va regagner sa place tout simplement, mais sans colère. On est bien d'accord? Mais rassurez-vous, car avec le panier... Alors... On va peut-être commencer par mes amis de la gauche. Ils sont apparemment un peu anxieux, ils sont pas... D'accord. Qui va essayer de tenter sa chance? Voilà, donc venez. Les questions sont là. Donc vous avez une foule de questions dans le panier et vous choisissez ce que vous voulez. Vous avez un micro. Voilà. Et vous regardez la caméra en face. Et vous lisez donc votre question. J'ai amené la question numéro 2. Oui. Citez 2 noms des pionniers du FESPACO.
D'accord. Donnez-nous la question. On va vous aider un tout petit peu. Alors, citez 2 noms de pionniers du FESPACO. Je cite le lauréat de l'étalon d'or du Yenega, 1991, Gaston Kaboré. Gaston Kaboré a eu l'étalon d'or de Yenega en 1997 avec Boudiam. Et en 91, c'était plutôt Idrissa Ouedraogo avec Tilay. Voilà. Alors, on parle de pionniers. De pionniers. Ceux qui ont commencé le FESPACO en 1969. Oui, je cite Salimata Sarambere. Il reste un nom? Sangoulé Lamzana. Alors, on applaudit. Pour l'encourager. Alors, Eba. Mais le deuxième nom, Kendo, il y a un petit souci. Peut-être la réponse est à moitié. Voilà. On va toujours continuer. Merci. On va toujours continuer. Alors, une autre personne. Bon, non, là, le groupe B. Voici un micro là. Ça se joue entre vous. Ce ne serait pas la même question. Vous tirez bien sûr. une deuxième question. Il y a toujours, les questions sont toujours là. Voilà, allez-y. Tentez votre chance. Voilà. Donnez-nous le. Voilà. Non, c'est à lui de lire la question. Voilà, ok. Et puis, il. Ok. Ah, allez-y. Alors, qui a remporté le premier étalon de Yenenga? D'accord. Oui. On va vous aider. Qui a remporté le premier étalon de Yenega? L'inspiration est partie me lycée. Oui, gardez les réponses pour vous, s'il vous plaît. Je crois que le premier étalon de Yenenga a été remporté par le Nigérien Umaru Ganda. La question 3. Alors. Et c'était, vous vous rappelez de l'année? Bon, je sais bien que la première édition était en 69, parce que nous sommes le cinquantenaire. Institutionnalisé en 72. On ne souffle pas, même si c'est le même groupe, on ne souffle pas. Je dis bien institutionnalisé en 72. Oui. Et depuis 79, c'est le biennal. Maintenant, la date m'échappe un peu. Si vous me permettez. Je sais que c'est un peu dans cette tranche-là. Bon, 69, après c'était 70, 73, 76. Alors, on va vous aider. L'étalon a été institué à partir de 1979. 10 et 72 et c'est le premier a été effectivement Umaru Ganda. Voilà, okay, merci bien pour l'éclaircissement. Voilà. Merci pour votre réponse. Voilà, merci. Merci. Vous êtes monsieur Monsieur Odaou Mahamoudou, stagiaire à l'ISTIC. Vous allez rester. Nous allons appeler notre hôtesse. Tout à fait, oui. Qui va vous remettre un cadeau pour avoir répondu à cette question. Okay. Alors avec des bises à l'appui. Ah bon, hein? C'est du bonus ça. Merci. Merci. Ah oui. Parce qu'il a quand même gagné. Ouais. C'est voilà. Un champion. Merci. Merci bien. Merci. Alors donc déjà une question, bonne réponse et un cadeau également. On va avancer. On va avancer. Qui va encore essayer? Par la gauche, quelqu'un ne veut pas tenter sa chance? Apparemment, ok. Apparemment, les demoiselles sont elles ont un peu peur, hein, elles sont un peu sceptiques. Ah, mais il faut sortir de cette timidité. Alors allez-y. Vous tirez une question. Et vous prenez le micro là. Et vous regardez la caméra en face de vous, n'ayez pas peur. Citez les noms de 3 anciens secrétaires permanents ou délégués généraux du FESPACO. Donnez-nous, on va vous aider. Alors donc, c'est la question 4. Citez les noms de 3 anciens secrétaires permanents ou délégués généraux du FESPACO. Il y a Salimata Salambere. Il y a reprenez. Salimata Salambere. 3 noms, 3 anciens secrétaires. Il y a Baba Ama, Michel Ouedraogo
et Philippe Savadro. Bon, merci. On voulait quand même le décourager. Tout à fait. Ouais. C'est Alimata Salambere et non pas Salimata Salambere. Merci quand même. Voilà. Et donc vous allez avoir un cadeau. On va l'applaudir quand même. Donc Eba Damani, on nous signale que le temps qui nous est donné. La bise. Voilà. Merci. En fait, notre jeune homme a attendu la bise avant de partir, sinon il aurait dû prendre son cadeau et était parti. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le panier aujourd'hui. Okay. Et certainement demain encore, on fera gagner d'autres publics qui seront avec nous. Donc merci à l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, d'être venu nous accompagner. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre attention à cette émission. Et à demain à 16h pour un autre numéro de Ciné Débat. Merci et à bientôt. Never find you can soya.